Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau thread horreur où très certainement, si vous êtes parent, vous allez réfléchir à 2 fois avant d'envoyer vos gamins dans une école. Je ne vous en dis pas plus sur cette histoire qui va vous donner froid dans le dos, j'en mets ma main coupée. Mais en attendant, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Je vous en remercie et nous on peut commencer. Direction les États-Unis, dans l'état de l'Illinois et la ville de Millstadt où se trouve Ashley, une jeune femme de 17 ans qui vit avec ses parents et sa petite sœur Casey. Et vous savez quoi? Ashley, dans sa vie, tout roule. Elle a un petit ami qui s'appelle Jeremy, que ses parents adorent, il y a une situation stable à la maison et elle a de très bonnes notes à l'école. Que demander de plus? Ça arrive. Le jeudi 27 avril 2006, Ashley explique à ses parents qu'elle a un entretien d'embauche dans une ville à peu près à 20 minutes de là où elle se trouve. Et qu'après son entretien, elle souhaitait aller jouer un peu au basket et qu'elle serait de retour, quoi qu'il arrive, avant le couvre-feu imposé par les parents de 22 h. Ashley étant une fille qui n'a jamais trahi la confiance de ses parents, il ne voit pas d'objection à cette sortie. Il la laisse donc quitter la maison à partir de 15h30. Au passage, Ashley, pour se rendre à son entretien, va utiliser la voiture de son petit ami Jeremy. Les affaires se compliquent lorsqu'à 22h30, Ashley n'est toujours pas rentrée. Ce qui, vous l'avez compris, est totalement inhabituel. D'autant plus que ni la mère d'Ashley ni sa sœur Casey n'ont reçu de nouvelles de toute la journée. Michelle, la mère d'Ashley, et Casey, sa sœur, vont donc essayer d'appeler plusieurs dizaines de fois sur son téléphone, lui envoyer plein de messages, mais il y a toujours un silence radio. Les parents, connaissant parfaitement leur fille et sachant que ce qui est en train de se dérouler est totalement anormal, se rendent immédiatement chez le shérif. Et comme souvent, les recherches ne sont pas lancées immédiatement, puisque les agents attendent de voir si ce n'est pas en réalité une fugue, quand bien même la personne ne serait pas habituée à ce genre de comportement. Ou que tout simplement, la jeune fille n'a pas vu le temps passer avec ses amis et que c'était un malentendu. Et 8 heures après la disparition d'Ashley, la voiture de Jeremy est retrouvée abandonnée à l'Aderman Park, à peu près à 15 minutes de là où vit Ashley. Et la situation ne va pas devenir plus rassurante pour la famille d'Ashley, puisqu'à l'intérieur de la voiture se trouvent les affaires qu'elle aurait dû utiliser si elle avait voulu jouer au basket. À partir de ce moment-là, les enquêteurs comprennent que l'affaire devient sérieuse. C'est une jeune fille assidue qui n'a jamais eu de problème et là, laisserait une voiture abandonnée avec des affaires à l'intérieur. Cela n'a pas de sens. Immédiatement, et logiquement aussi, la première personne interrogée est Jeremy, le petit copain d'Ashley qui lui avait prêté sa voiture. Mais très rapidement, les enquêteurs vont comprendre qu'il n'est absolument pas dans le coup et qu'il ne sait rien. Mais quelque chose interpelle quand même les shérifs. Pourquoi est-ce qu'Ashley serait allée jouer à un terrain de basket aussi éloigné de chez elle, alors qu'il y en a à proximité? La seule explication qui pourrait venir justifier ce comportement, ce serait qu'elle ait eu un rendez-vous avec quelqu'un, précisément sur ce terrain de basket. Un élément crucial dans cette enquête, ce sont les relevés téléphoniques d'Ashley. Puisqu'elle est mineure, le forfait téléphonique est au nom de sa mère qui a donc un droit d'accès sur ces relevés. Les appels sortants et entrants, tout comme les messages, sont scrutés de manière très minutieuse. Et ils vont remarquer qu'il y a un numéro spécifique qui revient de manière récurrente. Un certain Samson Shelton, âgé de 26 ans. La mère d'Ashley, Michelle, va donc composer le numéro et demander à ce Samson s'il sait où se trouve Ashley. La conversation sera très étrange. Il va très rapidement expliquer qu'il ne sait pas où est Ashley et avant même que Michelle puisse ajouter quoi que ce soit, il va raccrocher. Fort heureusement, Ashley n'est pas une fille introvertie et elle n'hésite pas à raconter à ses amis les plus proches les détails de sa vie privée. Et les détails rapportés par les amis d'Ashley aux détectives vont être extrêmement surprenants. Ashley aurait une relation avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle et avec qui elle aurait l'habitude de jouer au basket, et justement, le jour de sa disparition, elle avait un rencard avec lui pour une partie de basketball. Vous l'aurez compris, nous sommes en train de parler de Samson Shelton, le jeune homme de 26 ans, qui est également un professeur de PS dans un lycée de la ville voisine. Et les coïncidences, tentées qu'elles en soient, ne s'arrêtent pas là, puisqu'il s'avère que Samson Shelton avait été le professeur d'Ashley en 2001, soit 5 ans auparavant. Et Samson et Ashley auraient repris contact en février 2006, soit 2 mois avant la disparition de la jeune fille. Et le Laderman Park, là où la voiture de Jeremy, le petit copain d'Ashley, a été abandonnée, était l'un de leurs points de rencontre réguliers. Cela fait donc maintenant une nuit que Ashley a disparu, la police décide donc d'aller récupérer Samson pour l'interroger. Pour les enquêteurs, il ne fait aucun doute que le jeune homme est impliqué de près ou de loin dans cette affaire, et ils estiment même qu'il est le principal suspect évidemment. Pourtant, au début de l'interrogatoire, Samson ne semble pas inquiet pour le moins du monde. Il est poli,
calme et répond à l'ensemble des questions des policiers, il coopère totalement. Mais les détectives ne vont pas mettre bien longtemps avant de réussir à déséquilibrer la version de Samson. À partir de ce moment-là, il n'y aura que mensonges et contresens de la part de Samson. Lorsque les policiers vont l'interroger sur sa relation avec Ashley, il va dire qu'ils sont de simples amis. Mais lorsque les propos des amis d'Ashley vont être rapportés, Samson va devoir s'adapter à chaque fois pour essayer de mentir. Et dans sa dernière version, Samson va se faire passer pour une victime. Il va expliquer que c'est Ashley qui le harcelait et qui lui envoyait des messages sans cesse pour se voir, et que finalement, il avait craqué aux demandes de la jeune adolescente, n'hésitant à aucun moment à décrire Ashley comme une obsédée qui voulait absolument avoir des relations sexuelles avec lui. Finalement, la vérité sortira de la bouche de Samson. Il avouera qu'il avait des relations intimes avec Ashley, mais qu'en plus, il était avec elle le jour de sa disparition. Alors qu'ils étaient tous les deux dans la voiture et que Samson était au volant, il aurait essayé de mettre fin à la relation avec Ashley, qu'il aurait mal pris, se serait énervé et aurait forcé Samson à se mettre sur le côté. Il lui aurait alors demandé de sortir de la voiture, ce à quoi la jeune fille se serait opposée, le forçant à faire le tour pour l'en extraire. Il explique qu'il l'aurait jeté sur le bord de la route et qu'au moment où il serait parti avec la voiture, Ashley était toujours en vie, et qu'il n'aurait jamais pu faire de mal à Ashley parce qu'il se souciait de son bien-être et de celui de sa famille. Ce qui est un peu étrange lorsqu'on laisse quelqu'un sur le bord de la route. D'ailleurs, les relevés téléphoniques qui ont été épluchés par la police démontrent que Samson n'a à aucun moment essayé de joindre Ashley un peu plus tard dans la soirée, alors qu'il avait à l'instant dit qu'il se faisait du souci pour elle. Au contraire, Samson a passé le reste de la nuit dans un bar dansant où il a fait la fête. Mais les enquêteurs n'ont plus de temps à perdre. Cela fait 30 heures qu'Ashley est seule dehors si elle est encore en vie, et Samson n'arrête pas de mentir et de dire des contre-vérités. Les enquêteurs vont alors décider de faire monter la pression. Samson ne résistera pas et il va finir par cracher le morceau en expliquant qu'il a laissé Ashley pour morte dans un bois. En réalité, Samson n'a pas simplement extrait Ashley de la voiture, il l'a saisie par le cou tellement fort qu'il a senti sa nuque se briser. Les détails sont glaçants. Samson explique qu'il a senti un grand crack sous ses doigts et sa nuque devenir toute molle. Paniqué, il a alors traîné Ashley dans les bois et lorsqu'il s'est rendu compte qu'elle respirait encore, il l'a étranglée à nouveau. Mais malgré ça, cela ne suffisait pas puisqu'Ashley vivait toujours. Il a donc utilisé sa ceinture, l'a mis autour de sa gorge et a serré le plus fort possible pour terminer le travail. Et pour ce faire, il a placé son pied sur le visage d'Ashley en guise de levier et a tiré de toutes ses forces sur la ceinture. Et pour être sûr qu'elle soit réellement morte, il l'a encore une fois étranglée de ses propres mains avant de laisser la pauvre jeune femme sur le sol froid, humide et recouvert de feuilles du bois. Après les terribles aveux du jeune homme, il va accepter la requête des enquêteurs qui est de les emmener sur le lieu du crime. Mais une fois arrivé sur place, il a plu toute la nuit et la brume se lève, Samson est incapable de reconnaître l'endroit précis où se trouve Ashley. Les enquêteurs décident de ne pas abandonner et veulent absolument confirmer la version de Samson. Ils vont alors fouiller de manière approfondie les bois. Et au bout d'une trentaine de minutes, ils vont trouver le corps d'Ashley. Ashley est allongée sur le dos, les mains sur la poitrine, et sa langue sort de sa bouche. Il y a beaucoup de piqûres de moustiques sur son corps, et le corps est froid. Mais alors que les enquêteurs sont à deux doigts de prendre acte du décès de la jeune fille, les mains de celle-ci bougent. La poitrine de la jeune fille se met elle aussi à monter et descendre. Ashley est bien vivante. C'est un miracle. La jeune adolescente, après avoir été étranglée 3 fois et laissée pour morte pas moins de 30 heures dans une forêt glacée, est toujours en vie. Évidemment, une ambulance est immédiatement défrétée sur place et Ashley est emmenée à l'hôpital le plus proche pour y être plongée dans un coma artificiel. Si les enquêteurs n'avaient pas fait augmenter la pression sur Samson, ils n'auraient jamais obtenu les aveux à temps pour sauver la jeune fille pour qui les minutes, voire même les secondes étaient comptées. Samson est donc arrêté et inculpé pour tentative de meurtre au premier degré. Il aura des requêtes somme toute étranges durant la procédure. Il demandera par exemple, alors qu'il était en garde à vue, une salle de bain privée parce qu'il était incapable de faire ses besoins en face d'autres personnes. Bien entendu, cette requête est immédiatement rejetée. Et cela démontre la psychologie étrange de Samson. Est-il en train de feinter le fait d'être instable mentalement ou l'est-il réellement? Une expertise pour démontrer qu'il est en présence de tous ses moyens au moment du jugement sera commandée, et effectivement, elle confirmera qu'il est tout à fait stable mentalement et qu'il n'échappera pas à la sentence qui l'attend. Finalement, Samson Shelton sera inculpé d'une tentative de meurtre au premier degré
Et pour ça, sera punie d'une peine d'emprisonnement de 20 ans. Et sa date de libération est prévue au 22 avril 2024. Évidemment, elle a connu une rééducation particulièrement difficile où elle a dû réapprendre à parler, à manger et à boire. Et 1 an plus tard, elle a pu reprendre les cours avant d'être diplômée du lycée où elle se trouvait. Et aujourd'hui, Ashley a à peu près 32 ans et 2 enfants, et elle est heureuse. Voilà pour cette histoire terrible, mais qui, une fois n'est pas coutume, finit bien. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Merci de m'avoir regardé,